Ok, alors, on est bien là. Tout est ok. Alors, excusez-moi, je suis un peu malade. J'espère que la voix ne va pas vous déranger. Alors, bonjour Elodie, bonjour Fitoussi, Bruno, Roger, Sandrine et Émilie, tout ça. Alors, on est combien pour l'instant? On est 12. Il est 11h01. Il y a toujours quelques retardataires. Bon, en attendant les retardataires, pour ceux qui ne me connaissent pas, bon, normalement, la plupart des personnes qui sont présentes aujourd'hui me connaissent, puisque j'ai envoyé une invitation sur ma liste de contacts clients pour ce webinaire. Donc, je suis Adi, j'ai 41 ans et je travaille dans le e-commerce depuis 17 ans. J'ai démarré en tant que chef de projet, j'ai été web business développeur, j'ai été aussi commerçant moi-même, hein. J'ai eu des boutiques dans les belles années. Donc je sais très bien tout ce que vous vivez. D'ailleurs, ma valeur ajoutée se trouve là. C'est qu'en plus d'être un passionné dans le e-commerce et d'avoir travaillé dans des très grandes entreprises toute ma vie, j'ai aussi été moi-même e-commerçant. J'ai eu des échecs, bien sûr, mais j'ai aussi eu des succès. Et les échecs d'une vie, et les échecs vous permettent aussi d'être beaucoup plus fort. Alors, donc le son, je suppose qu'il est bon pour tout le monde, sinon les gens se seraient déjà plaints. Ce qu'on va faire, on va démarrer la conférence. Alors, pour tout ce qui est des questions, je vous donne un conseil. C'est prenez un papier, un stylo, et vous écrivez les questions que vous avez au fil de la conférence à me poser. Et à la fin, je vais prendre le temps, vous inquiétez pas, pour répondre à toutes vos questions. Mais pour ne pas interrompre, en fait, on va dire, la conférence et puis pour surtout suivre le fil de l'eau, je répondrai à la fin. Donc si jamais vous posez des questions en cours, je ne pourrai pas y répondre tout de suite. Bon, j'ai pris un peu de miel et citron, mais la gorge était un petit peu... Alors, on y va. Ce qu'on va faire, on va fermer ça, en attendant. Ok. Alors, on y va. Dernier test, juste pour savoir si tout le monde m'entend là, parce que j'ai touché mon petit truc. Donc, bienvenue
Donc, bienvenue sur les erreurs à ne faire avec votre boutique en ligne. Que tout le monde m'entend. Ok, c'est parti. Alors, j'ai appelé cette conférence comme ça, parce que c'est vrai que c'est dur de trouver aujourd'hui si je peux dire ça ainsi, pour des conférences en e-commerce. Il y a tellement de choses à dire que de toute façon, on pourrait rester ici une journée entière à discutailler. Mais on va dire que j'ai orienté ma conférence sur ce qu'il ne faut pas faire, dans le sens où on va partir du principe que vous avez déjà une boutique en ligne. C'est-à-dire que s'il y a des personnes ici dans la salle à la conférence qui n'ont pas de boutique en ligne, alors je vous invite plutôt de visionner mon autre conférence que j'ai déjà faite pour justement les personnes qui veulent créer une boutique en ligne et qui ne savent pas vraiment quoi préparer, quoi budgétiser et quelle solution choisir. Donc cette conférence bien sûr a été gratuite, je l'ai enregistrée et je l'ai mise sur YouTube. Donc vous pouvez la retrouver sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc cette conférence, elle est quand même pour les personnes qui ont déjà une boutique en ligne, d'accord? Donc que vous soyez un petit peu moyennement ou beaucoup avancé, c'est la même chose. Alors, bon, malheureusement avec les attentats, malheureusement, les attentats sont bien sûr un drame, mais ce que je veux dire, c'est que à cause des attentats, en tout cas pour la France, c'est clair, le e-commerce, il va exploser pendant les fêtes. Parce qu'il y a beaucoup qui vont pas sortir, ou qui vont très peu ou qui vont réduire leur sortie. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il y a beaucoup de gens qui vont commander par Internet. D'accord? Donc, préparez-vous à avoir quand même une croissance assez importante. Donc, il y a des sites Internet qui vont carrément le faire et qui ont déjà bien commencé par rapport à l'année d'avant. Pour ça, il faut le savoir. Ça veut dire que derrière, il va falloir que vous soyez prêts en termes de stock, en termes de logistique, etc. En parlant de logistique aussi, c'est pareil. Il va y avoir une croissance énorme. Donc forcément, UPS, La Poste, Chronopost, tout ça, il va y avoir des loupés. Ils vont oublier des colis, ils vont livrer des colis en retard et ils vont en perdre. Et tout le monde va être très sollicité dans la logistique. Donc, mois de décembre va être très très dur pour le e-commerce. Dur parce que ça va être intensif, mais dur aussi pour vous parce que vous allez clairement faire beaucoup plus de ventes que si on n'y aurait pas eu tous ces événements. Alors, mobile et tablette. Bon, ça, vous avez compris de quoi je veux parler. C'est que aujourd'hui, un site internet, si jamais vous devez refondre le site internet, ou alors vous avez envie de refaire le site internet, ou vous n'avez pas encore réfléchi en amont à ça, mais c'est clair que le site, il doit être complètement compatible mobile et tablette. Mais il faut aller plus loin. Ce qu'il faut faire, il faudrait vous procurer une tablette. Alors, si vous avez une tablette, tant mieux. Si vous n'en avez pas, vous demandez à quelqu'un de vous en prêter. Et vous allez sur votre site, passer un petit peu de temps pour vous balader. Et surtout pour passer une commande de A à Z. Et vous devez être honnête avec vous-même et vous devez ressortir les problématiques que vous avez rencontrées durant la visite du site. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, le soir, ils se baladent sur Internet pour faire même leurs achats, ils utilisent une tablette, ils sont assis dans leur canapé.
Et il y a des sites qui, au niveau de la compatibilité ou de l'expérience utilisateur sur tablette, n'est pas sympa. Voilà, c'est pas sympa. Ça veut dire, oui, il y a des sites qui sont responsive. Responsive, ça veut juste dire qu'il va s'afficher correctement sur un mobile ou une tablette. Ça, c'est une chose. Mais maintenant, on est déjà à l'étape numéro 2. C'est que maintenant, on est à l'étape où il faut que la personne qui se balade sur un site avec une tablette, il faut qu'il puisse avoir une navigation agréable. Il faut qu'il puisse avoir tous les menus. En fait, c'est simple. Il faut que la navigation sur la tablette soit complètement fluide, simple et rapide. C'est vachement important. Il y a une deuxième chose aussi, c'est qu'il faut demander à des amis à vous, et même peut-être même pas des amis, c'est mieux de ne pas demander à des amis des gens que vous ne connaissez pas beaucoup, d'aller sur votre site avec une tablette et de vous remonter toutes les remarques qu'ils ont sur votre site. Parce qu'un ami, il va pas forcément vous dire la vérité pour ne pas vous blesser. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est toujours bien d'avoir un regard extérieur des personnes sur des choses que nous-mêmes, on aurait pu louper. Moi-même, ça m'arrive. Hein. Moi, ça m'arrive parfois. Pourtant, vous voyez, c'est mon métier, mais ça m'arrive d'oublier des choses et d'envoyer un email à une liste de contacts en leur disant, voilà, tu peux me faire un retour sur ce site. Ben, ils voient des choses que je n'avais pas vues. Pourquoi? Parce que quand vous avez la tête dedans, vous ne pouvez pas penser à tout. Donc, mobile et tablette, ça c'est clair, mais on a parlé de l'étape numéro 2, c'est de vérifier que la navigation avec le mobile ou la tablette est complètement agréable, ne crée pas de bug, soit super rapide, que tout s'affiche bien, tout soit propre, qu'il n'y ait pas de problème. C'est vachement important parce que aujourd'hui, tout le monde navigue avec son mobile et sa tablette. Et donc, il y a des gens qui achètent un mobile avec une tablette. Et donc, si vous voulez faire des ventes et ne pas en perdre, il n'y a pas de choix. Alors, il y a un outil qui s'appelle GTmetrix. J'ai mis cet outil sur mon kit e-commerce. Alors, je ne sais pas si, normalement, presque tous les gens qui sont ici ont déjà un kit e-commerce. C'est quoi mon kit e-commerce? C'est une page sur Internet. Je vais vous donner à la fin de la conférence sur laquelle j'ai listé tous les outils et tous les sites dont je parle dans la plupart de mes conférences. Donc, vous inquiétez pas, cet outil, vous allez le retrouver à la fin de ma conférence. GTmetrix, c'est quoi? GTmetrix, c'est une société, d'accord, qui a développé une application qui est gratuite. Vous allez insérer votre site à l'intérieur, donc vous allez taper www.monsite.com, et lui, il va vous sortir toutes les erreurs et aussi tout ce qui va bien sur votre site internet. Mais on parle de tout. Ça veut dire on parle de l'hébergement, de la vitesse, des scripts que vous avez sur les pages, du code qui se trouve sur les pages, du logiciel si vous avez un WordPress, un PrestaShop, un Magento, etc. Bref, il vous décortique votre site internet de A à Z et il vous sort des résultats qui vont vous permettre de pouvoir tout de suite corriger le plus gros. Alors vous allez voir, ce qui va ressortir bien souvent, c'est la vitesse de téléchargement d'un site internet. C'est vachement important parce que si les gens mettent trop de temps à arriver sur un site internet, ils vont dégager sur un autre site et vous allez perdre des clients. Alors ce serait dommage de dépenser de l'argent et du temps pour faire venir des gens sur votre site pour qu'ils dégagent aussitôt. Donc ça, c'est GTmetrix. Okay. Vous aurez le lien à la fin de la conférence. Le dropshipping. Alors, je ne vais pas en parler pendant des heures, le dropshipping, mais je l'ai mis parce qu'il y a beaucoup de gens encore qui m'en parlent, parce que c'est aussi à l'ordre du jour. Mais je voudrais vous dire une chose avec le dropshipping, c'est que le dropshipping, bon alors rapidement pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, ce sont des entreprises qui ont un catalogue de 5 000, 10 000, 20 000, 300 000 produits. Ils ont décidé de vous permettre à vous de vendre tous leurs produits sans les acheter en termes de stock.
Donc, vous prenez le catalogue, papier, Internet, XML, ce que vous voulez. Vous l'importez dans votre boutique en ligne. Ça fait que vous vous retrouvez d'un coup avec 5000 produits. Génial. Et puis, quand vous déclenchez une vente sur votre site Internet, eh bien, la société reçoit une alerte. Vous devez la payer avant, bien sûr, le prix de gros. Et cette société va livrer pour vous le client final. Alors, dans l'explication comme ça, c'est génial. Ah, super, on veut tous faire du dropshipping. Ouais. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas 36 sociétés qui font du dropshipping. C'est la première chose. Donc, c'est presque toutes les mêmes qui font du dropshipping. Donc, vous vous retrouvez tous avec les mêmes 5000 produits. Ce qui est complètement minable pour le référencement. Ce qui fait que vous n'avez plus de rareté de produits parce que vous avez tous les mêmes produits. Ça, c'est le premier inconvénient. Deuxième chose. C'est mon avis personnel, ça ne regarde que moi, mais bon, je sais que j'ai raison. C'est que si vous voulez créer une boutique en ligne pour la première fois de votre vie et que vous vous dites « Ah ben, je vais faire du dropshipping », franchement, je vous dis tout de suite, économisez votre temps et votre argent, n'en faites rien. Parce que vous ne pourrez pas vivre avec ça. Parce que le premier point que j'ai expliqué, donc vous allez tous avoir les mêmes produits, vous avez tous les mêmes tarifs, tous les mêmes photos, tous les mêmes descriptions. Et puis de toute façon, c'est pas du e-commerce. Le dropshipping, c'est bien, mais à une seule condition. La condition est la suivante. C'est lorsque vous avez déjà un site internet, donc depuis quelques années, que vous avez une clientèle, que vous avez des produits, et que vous avez envie d'étoffer votre catalogue produit. Alors admettons, je dis n'importe quoi, vous vendez des cadres pour tableaux et photos depuis 2 ans. Donc vous avez un site qui est spécialiste dans les cadres photos. Très bien. Et vous avez trouvé une société de dropshipping qui, dans son catalogue, a à peu près 300 références catalogue produits tableaux, cadres tableaux. Et c'est des produits que vous ne vendez pas. Vous n'avez pas les mêmes. Donc là, c'est sympa. Là, vous pouvez contacter le dropshipper, pour lui demander de vendre uniquement les cadres sur votre site internet via du dropshipping. Là, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que là, vous complétez une gamme de produits que vous avez déjà et vous avez déjà des clients, donc il y a déjà des visites, donc on vous connaît déjà. Voilà, à mon sens, ma vision du dropshipping. Le blog. Alors, le blog, bon, bah, tout le monde sait ce que c'est un blog. Tout le monde pense que si j'ai un blog à côté de ma boutique, dans ma boutique, ce sera génial pour le référencement. Alors, je peux pas dire non, oui, c'est bien, ça permet de créer du contenu. Mais c'est bien à condition qu'il y a plusieurs règles qui soient mises en place. Donc, règle numéro 1, si vous mettez un blog et que vous faites un article tous les mois, ça sert à rien. Si vous mettez un blog, faites un article tous les jours. Alors, je sais que c'est dur de faire un article tous les jours. Même moi, je me force à faire un article presque tous les jours. Et c'est dur. Mais il faut le faire. Il faut le faire parce que, alors l'idée pour vous, les e-commerçants, c'est pour chacun de vos produits, chaque jour, vous faites un article pour parler de ce produit. Alors, c'est clair que si vous vendez des vestes, alors bien sûr, vous avez une veste marron, une veste verte, une veste jaune, une veste en daim, une veste en cuir, une veste en synthétique. Ça va être un peu compliqué de raconter une histoire avec un article tous les jours sur une veste. Ça va être compliqué. Voilà. Donc, c'est pour ça que le blog, je dis oui s'il y a quelque chose à dire. Et c'est très compliqué d'avoir des choses à dire dans le e-commerce. Mais il faut le faire. Il faut essayer de trouver, il faut s'inspirer. Et non, si c'est pour faire des articles répétitifs. Parce que ça sert à rien du tout. D'accord? Par exemple, ce que vous pourriez plutôt faire, c'est que si vous voulez parler d'un article, alors certes, vous allez parler de la description, de la qualité, de la couleur de l'article. Mais essayez de raconter d'où provient cet article, pourquoi vous avez acheté cet article, pourquoi vous le vendez, ou pourquoi la personne devrait l'acheter,
quelle est l'histoire de cet article. Peut-être qu'il a été porté par quelqu'un, peut-être qu'il vient d'un pays lointain. Bon, voilà. Ça, c'est pour vous donner un peu d'inspiration. Après, savoir est-ce que le blog, il doit être dans ma boutique ou à côté. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est mieux de l'ajouter. Ça veut dire, par exemple, vous installez le blog sur blog.monsite.com ou blog mon site ou monsite.com/blog. Et ensuite, les blogs, il y en a plein. Alors, si vous avez des CMS comme Magento, PrestaShop, vous pouvez installer un module de blog à l'intérieur. Donc, c'est bien. Et puis, si vous voulez vraiment faire quelque chose de encore mieux, vous prenez un wordpress.com que vous pouvez même prendre en mode hébergé sur Internet sans rien avoir à installer. Vous ne prenez pas la tête avec la technique. Et là, vous faites un blog. Bon. Les deux sont bien. Le mieux, est-ce que c'est mieux d'avoir un blog attaché à son site e-commerce ou d'avoir un blog séparé? Moi, je dirais que c'est mieux de l'avoir séparé, mais je pense qu'attaché, c'est pas un problème non plus. En fait, je pense que ça va dépendre de la quantité que vous allez avoir de contenu. Plus vous allez avoir des articles, peut-être mieux c'est de ne pas l'attacher au site e-commerce. Alors, le référencement 2016. Bon, le référencement, c'est clair, tout le monde est concerné puisque quand on a un site internet, on veut tous ressortir sur la première page de Google. Mais comme je l'ai déjà dit dans multiples conférences que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube, le référencement, c'est une vraie tannée, c'est très compliqué, Google change les règles en permanence. Il n'y a que 10 places sur la première page de Google. Mais, en gros, le référencement, pour donner les règles, en tout cas, ce qui est indiqué pour 2016, c'est au dire de Google, c'est toujours faire du référencement naturel, donc manuellement, et non pas avec des logiciels. C'est d'aller frapper à la porte des entreprises avec lesquelles vous pourriez avoir soit une alliance, soit un partenariat, pour leur demander de parler de vous avec un lien vers votre site internet et vous d'en faire la même chose. Ça marche. C'est bien sûr d'aller voir des entreprises pour ceux qui le peuvent et de décrocher un article sur votre site internet, donc des entreprises de médias. Bon, le problème, c'est que quand vous êtes dans le e-commerce, à part si vous êtes le seul à vendre ce produit et que si vous êtes une marque importante et vous êtes revendeur en France, bon, vous allez peut-être pouvoir décrocher un article de votre site. Mais sinon, ça va être compliqué. Communiqué de presse, bon, ça sert pas à grand chose, sauf si bien sûr vous vendez un produit magique. Et puis, clairement, le référencement 2016, mais ça c'est pour toutes les années, et ça il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas, c'est d'avoir un site qui soit super propre au niveau du SEO. Ça veut dire, quand vous avez votre site internet, la page d'accueil, il faut qu'elle soit conforme au SEO. Ça veut dire il ne faut pas qu'elle ait 3000 liens, il ne faut pas qu'elle ait des balises title qui ne veulent rien dire. Souvent, quand on arrive sur une page d'accueil, que les gens me demandent de faire un audit en référencement SEO, je m'aperçois qu'il n'y a pas de balise H1. Ou alors il y en a une, mais la balise H1, c'est en savoir plus. Bon, alors ça, c'est souvent un problème de code. Parce que vous avez des thèmes de PrestaShop qui sont pas bien codés. Ou alors même sur Magento ou ailleurs. Et ces thèmes, le problème, c'est que la balise titre de votre site, il va prendre, vous savez, tous les titres des rubriques, les produits les plus vendus, les produits populaires, en savoir plus, mon panier. Bon, ça, ce sont des liens qu'on retrouve sur toutes les pages d'un site internet.
Et vous avez des thèmes qui sont mal codés et qui, pour eux, ça, c'est des balises H1, H2, H3. Et c'est super mauvais parce que les balises H1, H2, H3, ça devrait pas être ça. Ça devrait être le titre de votre site, hein. Si vous vendez des cadres tableaux, bon, bah, le titre, ça devrait être cadre, tableau, etc. Ensuite, sur une page, il faut qu'il y ait un petit peu de contenu. Parce que souvent, sur du e-commerce, on arrive sur la page, on a plein de produits à vendre, mais on n'a pas de texte, on n'a pas de contenu. Il n'y a pas beaucoup de thèmes qui incluent du contenu sur la première page. Et ça, c'est important, il faut le faire. Donc, vous pouvez acheter des modules pour ça, qui vous permettent de racheter du contenu sur n'importe quelle page. Il faut en mettre, parce que le robot de Google, quand il se balade sur un site, quand il vient sur la page d'accueil, ben, c'est un peu comme quand quelqu'un rentre dans votre boutique chez vous, physique, je veux dire, admettons que vous avez un magasin, quand vous rentrez, la personne vous dit bonjour, vous lui répondez bonjour, et puis vous lui faites une présentation de ce que vous faites dans cette boutique, hein. Vous lui expliquez, voilà, ben, vous faites une présentation, une introduction de quelques minutes. Eh bien, c'est la même chose, en fait, avec le robot Google, il faut lui faire une présentation. Donc, il faudrait qu'il ait un paragraphe qui lui explique ben, de quoi parle ce site, et qu'est-ce que vend ce site, etc. D'accord? Ensuite, toutes les pages de site internet, derrière, donc ce que j'appelle derrière, c'est ce que moi et vous ne voyons pas, c'est ce que voit le robot, c'est le code du site. Eh bien, il y a ce qu'on appelle des balises méta-title et méta-description. Ça, c'est vachement important, il faut absolument les remplir, d'accord? Les méta-descriptions et les titles. Pourquoi? Parce que si vous les remplissez pas, c'est pareil, le robot, il va absorber la description du site internet. Et si le thème est mal foutu, ben, il va prendre des descriptions qui n'ont pas vraiment d'intérêt avec le contenu. Le site, il faut qu'il soit rapide. Le site, il faut qu'il soit responsive. Il faut faire des liens entre vos pages. Par exemple, admettons que vous vendez donc des tableaux, des cadres pour les tableaux, d'accord? Ben, sur une fiche produit qui vend un cadre, il faudrait faire des liens sur d'autres cadres. Donc souvent on a de toute façon ça, hein, avec un PrestaShop ou un Magento, on a ça, on a ce qu'on appelle les produits complémentaires, d'accord, les produits qu'on peut rajouter à son panier qui ont un lien avec ce produit-là. Donc ça c'est très important, s'il n'y est pas, de le mettre. Il faut des liens qui pointent toujours entre vos pages, bien sûr avec une cohérence, hein. Par exemple, si sur une page vous parlez de cadre et que vous dites à un moment, donc ce cadre s'accroche au mur avec facilement avec des accroches, des machins. Faites un lien sur accroche qui pointera sur une fiche produit où vous vendez des accroches dans votre site internet. Ok. Donc, oui, alors, pour grimper sur les pages de Google, c'est très compliqué, d'accord? Je préfère être honnête avec vous. Arrêtez, en tout cas pour ceux qui sont dans la concurrence, de vraiment croire que vous pourrez être sur la première page de Google. Vous ne pourrez jamais être sur la première page de Google, d'accord? Pour ceux qui vendent des produits trop concurrents, vous ne pourrez jamais être sur la première page de Google, vous oubliez. Vous n'avez que deux solutions. C'est Google AdWords ou alors les marketplaces. D'accord? Bien sûr, si vous êtes dans un secteur de niche, vous pourrez être sur la première page de Google. Si vous êtes dans un secteur concurrentiel, c'est quasiment impossible. Donc les marketplaces, transition. C'est quoi les marketplaces? C'est ces discounts, rue du commerce, Amazon, La Redoute, la Fnac, et j'en passe, et j'en passe. Et plus on va avancer, plus il y en aura. Et je trouve ça plutôt bien. Parce que les marketplaces, ce sont des sociétés qui ont des millions d'euros, qui ont des millions de visites, qui font tout ce que vous ne pouvez pas faire, ça veut dire dépenser des millions d'euros dans la publicité, qui sont sur la première page de Google. Donc, c'est génial. Vous créez un abonnement dans une marketplace, c'est Discount, Rue du Commerce, Price Minister, ce que vous voulez. Vous mettez vos produits dessus
et vous allez les vendre dans la journée, dans les 48 heures. Bien sûr, si votre produit est bon, a une jolie photo. Bon, ça, je l'ai déjà dit dans nombreuses de mes conférences, hein, mais je vais le redire, mais les gens, ils achètent des photos. Ça veut dire que si vos photos sont moches, vous ne vendrez pas. D'accord? Donc, pensez à faire des jolies photos. Et les marketplaces, c'est super parce que c'est un endroit où il y a des millions de gens qui se visitent, qui se baladent tous les jours. Et donc, vos produits sont mélangés avec ceux du marchand. Par exemple, sur la Redoute, vous pouvez vendre vos produits. Ils sont mélangés avec ceux de la Redoute. Les gens, ils ne le savent même pas. Donc, ils voient votre produit, ils le mettent au panier, ils l'achètent. C'est au moment où ils l'achètent qu'ils savent que ça appartient pas à la Redoute. Mais la Redoute garantit un sérieux, une sécurité, etc. Parce que bien sûr, ils ont contrôlé avant avec vous, votre compte, etc. Donc les marketplaces, c'est génial. Et ce qui est super, c'est que vous pouvez même utiliser PrestaShop, non pas comme un site, mais comme une console d'administration. Parce qu'il y a des modules avec PrestaShop où vous allez mettre tout votre catalogue dans PrestaShop. Et puis, de PrestaShop, vous allez vendre le même catalogue sur toutes les marketplaces. Ça vous évite d'aller dans chaque marketplace à chaque fois et retaper tous vos 300, 600 produits. Donc les marketplaces, c'est l'avenir, allez-y. Là, c'est le présent, c'est pas l'avenir, mais bon, pour ceux qui n'y sont pas. Le gros hacking. Qu'est-ce que c'est le gros hacking? Alors, le gros hacking, en fait, il n'y a rien de nouveau. C'est juste un nom pour déterminer une action. Je m'explique. Il y a 5 ans, quand Facebook a explosé, quand Pinterest a explosé, quand Twitter a explosé, dans les sociétés, on choisissait une personne qui allait s'occuper de Facebook. Bon. Alors, quand on était dans une boîte à 10, la personne disait, bon, c'est Julie qui s'occupe de Facebook, ok, donc Julie, elle s'occupait de Facebook. Et puis, à chaque fois qu'il y avait des messages, tiens, donne ça à Julie, et puis c'est Julie qui s'occupe de Facebook, et puis, Julie, tu peux mettre ça sur Facebook, etc. Et puis, Julie, on lui a donné Facebook, après on lui a dit, maintenant tu vas t'occuper de Pinterest, et puis maintenant tu vas t'occuper de Google+, maintenant tu vas t'occuper de Twitter, et maintenant tu vas t'occuper d'Instagram, etc., etc. Donc, on a plutôt choisi un nom pour déterminer le poste de Julie. Parce que dans une entreprise, quand on disait, mais elle fait quoi, Julie? Julie, elle s'occupe des réseaux sociaux. Bon, c'était pas très glamour comme mot. Alors, on a créé le nom qui s'appelle Community Manager. Donc maintenant, quand vous êtes dans une entreprise et que vous parlez du Community Manager, vous allez voir, tout le monde sait ce que c'est. Le Community Manager, c'est celui qui s'occupe des réseaux sociaux. Bon. Le gros hacking, c'est la même chose. Quand on a un site internet, on fait quoi? On fait du mailing, on fait des newsletters, on va sur les réseaux sociaux, on fait une multitude d'actions qui consistent à faire venir des gens sur mon site. Parce qu'on ne peut pas juste s'asseoir et attendre que Google fasse le boulot pour vous. Il ne le fera pas. Donc, on fait plein d'actions tous les jours, d'accord? Moi, j'ai des clients, elles sont toute la journée sur Facebook, et ça marche. J'en ai d'autres qui sont sur Facebook, ça marche pas. Eux, il faut qu'ils aillent plutôt ailleurs, d'accord? Donc, chaque boutique a chaque produit a sa clientèle. Donc, sa cible est forcément différente, et donc se trouve dans des endroits différents. D'accord? C'est pas parce que Facebook marche pour une amie à vous avec son site e-commerce que ça va marcher avec vous. Hein. Il y a des gens, ils ont rien à faire sur Facebook, ça sert à rien du tout. Par contre, il y a des gens, ils ont absolument à faire sur Instagram ou sur Pinterest ou sur Plus ou les gens passent, ou Twitter. D'accord? Donc, le gros hacking, c'est de faire des actions, mais qui sont en rapport avec votre cible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on réfléchit, qui est ma cible? Qu'est-ce qu'ils utilisent? Alors je vais aller sur leur terrain. Ils utilisent Twitter? Je vais aller sur Twitter pour aller chercher mes clients.
Ils utilisent LinkedIn, eh ben je vais sur LinkedIn pour rechercher mes clients. D'accord? Le gros hacking, c'est également aussi les actions qui permettent à mesurer vos clients, traquer vos clients, pister vos clients, espionner vos clients ou vos visiteurs. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est bien de donner de l'argent pour aller chercher des clients ou du temps. Mais c'est mieux déjà qu'ils convertissent sur votre site. Parce que quand il y a 10 personnes qui viennent sur votre site et que les 10 y repartent sans avoir acheté quelque chose, c'est un petit peu dommage. Donc, il faut comprendre pourquoi. Pour comprendre pourquoi, aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de mesurer ça. D'accord? Donc, pareil, je vais mettre ça à la fin de ma conférence. Les outils, c'est Mixpanel, par exemple. C'est quoi? C'est des outils qui vous permettent de suivre une personne grâce aux cookies. Et vous allez voir le comportement de cette personne. Et vous allez comprendre peut-être, à la fin du mois, qu'il y a 200 personnes qui sont tous parties à un moment sur la même page. Donc, c'est qu'il y a un problème sur cette page. Et bien, ça vous permet à vous de savoir que, ah, moi j'ai pensé que ça c'était bien, mais finalement, les statistiques prouvent qu'il y a un problème. Et que le problème, il est que tout le monde part quand ils arrivent sur cette page. Donc, je sais que j'ai fait une erreur. Donc, il faut que je refasse la page que j'ai faite. Elle n'est pas bien. Il n'y a pas de promotion, ou c'est pas clair, ou bref. Ce que je veux juste vous faire comprendre, c'est que pour trouver le problème d'un site internet, il faut absolument mettre des outils de mesure. Pour ça, vous les gens font. Parce que c'est pas comme dans une boutique lambda où quand les gens viennent, vous pouvez parler avec eux. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ma nouvelle boutique? Vous aimez la peinture? Vous aimez la nouvelle déco? Là, les gens, ils vont se confier avec vous. Ah bah oui, j'aime bien ou non, j'aime pas, etc. Mais sur un site internet, on peut pas parler avec les gens. D'accord? Et ça, c'est le problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les analyses d'un site, donc ce qu'on appelle les data, et de là, on observe. Ah, il y a beaucoup de gens qui vont sur cette page. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont sur cette page. Ah, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés par cette page. D'accord? Alors, la landing page. Alors, la landing page, c'est clair. C'est obligatoire pour tout le monde. Donc, toutes les personnes qui ont un site internet, vous devez avoir une landing page aujourd'hui. Si vous n'en avez pas, ben, c'est pas bien. Voilà. La landing page, c'est quoi? C'est moi, j'arrive sur votre site, il faut absolument que vous me donniez envie de laisser mon adresse email avant de repartir. Voilà. Comment vous vous débrouillez? Vous m'offrez une super réduction, vous m'offrez un cadeau, vous m'offrez quelque chose, vous me donnez quelque chose, mais vous devez me donner, vous devez réfléchir, vous devez faire une landing page. Il n'est pas possible aujourd'hui de laisser venir des gens sur votre site et de les laisser repartir sans avoir leur adresse email. D'accord? Donc, il y a plein de façons de faire des landing pages. Il y a plein de choses sur Internet. Dans mes formations, je donne plein de choses. Bref, vous vous débrouillez, mais vous devez avoir une landing page. D'accord? Il faut absolument que les gens, quand ils viennent sur votre site, ils laissent leur adresse email. Pourquoi? Parce que, ben, vous avez quand même transpiré pour les faire sur votre site. Et deux, parce que ces gens-là, ça veut dire que s'ils sont venus, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui leur a plu chez vous. Votre produit, d'accord? Votre service. Donc, c'est des gens qui, forcément, il y a un intérêt avec vous. Donc, ils sont peut-être pas intéressés aujourd'hui, mais ils vont forcément être intéressés demain. Donc, il faut rester copain avec eux. Il faut leur donner quelque chose. Alors, vaut mieux leur donner quelque chose qui va vous coûter un peu d'argent, mais à une adresse email, ça vaut beaucoup d'argent. Parce qu'une fois que vous avez son adresse email, c'est toute l'année que vous allez pouvoir communiquer avec lui. Alors attention, ne communiquez pas n'importe comment avec lui. Hein. Ne lui envoyez pas un email tous les jours parce qu'il va vous foutre dans les spams après. Hein. D'accord? Ne communiquez pas avec lui n'importe comment avec des informations qui servent à rien. Moi, il y a des gens qui envoient des
des newsletters ou des emails qui servent à rien du tout. Voilà. Ok, donc la landing page est obligatoire pour tout le monde. Alors, un des petits cadeaux d'aujourd'hui, c'est ça, c'est Stripe. Pour ceux qui ne connaissent pas Stripe, Stripe c'est quoi? C'est un système de paiement en ligne, comme PayPal, comme ePay, comme votre banque. La même chose, ça prend carte bleue. C'est pas français, mais ça existe pour la France. Donc c'est une bonne nouvelle. Ça existe presque tous les modules Stripe pour tous les types de WordPress, PrestaShop, Magento, il n'y a pas de problème. Et franchement, Stripe, aujourd'hui, moi je vous le dis, c'est le top. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un contrat de bancaire avec votre banque. Donc vous pouvez tout de suite, immédiatement, prendre les cartes bancaires. Donc c'est très bien pour démarrer. Mais c'est même très bien aussi, moi je vous le dis, hein, pour le garder tout le temps. Parce que Stripe, c'est 1,40% de commission seulement sur vos transactions. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. 1,40% sur vos transactions en termes de commission, c'est franchement plutôt pas mal. Et ça marche plutôt bien. Donc voilà, ça c'est pareil, vous allez le retrouver à la fin de ma conférence. Mais bon, contre, il faut avoir PayPal en plus, hein, ça c'est clair. Vous avez des gens, ils veulent PayPal. PayPal, c'est parce qu'en fait, ça garantit une certaine confiance chez certaines personnes. Donc PayPal, la carte bleue, donc carte bleue avec qui vous voulez. Moi, je vous conseille Stripe, mais vous pouvez aller chez qui vous voulez. Le chèque, bon, le chèque. Et puis le 3 fois sans frais, si vous vendez des paniers assez importants, c'est génial le 3 fois sans frais. Hein. C'est un module que vous achetez en 3 fois sans frais par rapport à la banque. Ça convertit vachement le 3 fois sans frais. Hein. Moi, je me suis acheté une paire de skis la semaine dernière, ou cette semaine, avec les fixations, les machins, tout ça. Vous en avez pour presque 300 €. Bon, bah, 3 fois sans frais, ça fait du bien. Donc, je suis plus allé sur un site qui faisait du 3 fois sans frais avant de regarder ça. J'étais prêt à payer un peu plus cher, mais d'avoir une facilité de paiement. Donc les livraisons. Alors, les livraisons, vous, commerçants, vous devez vraiment vous mettre dans la peau d'une personne qui achète. Vous achetez, vous aussi, sur Internet. Vous savez très bien que quand vous achetez, ce qui compte, c'est les frais de livraison, le montant, la rapidité et la diversité. C'est très important. Il faut toujours une livraison express qui coûte cher, mais il y a des gens qui sont prêts à payer très cher pour avoir leur colis dans les 24-48 heures grand maximum. Vous devez avoir ensuite une livraison lambda, Colissimo, voilà, un truc classique, simple, à 7 €, 8 €, 6 €, livraison 40, 70, 72 heures. Et vous devez avoir le point relais. Pourquoi? Parce que là, c'est le moins cher. On est à 4 €, 2 € pour certains. Mondial relais, relais colis, etc. C'est vachement important. Donc sur mon kit e-commerce, pareil, il y a un module qui est gratuit, qui s'appelle envoie-moins-cher.com et qui va, lui, chercher tous les types de transports qui sont déjà répertoriés et négociés pour vous. Mais c'est important. Alors, savoir, est-ce qu'on fait des francs de port? Ben oui, bien sûr. Hein. Il faut quand même récompenser vos clients. Si quelqu'un vous achète pour 60 € de produit, 50 € de produit, bah, si vous pouvez lui offrir les frais de port, vous le faites. D'accord? Ça va convertir plus facilement. Hein. Ou alors vous diminuez les frais de port. D'accord? Mais c'est clair que les francs de port, c'est quelque chose qui marche. D'accord? Hein. Moi, par exemple, j'achète un produit, j'en suis à 40 € dans mon panier, mais le site me dit qu'à 50 € les frais de port sont gratuits. Ben, je préfère rajouter 10 € de produit à ma commande que mettre 10 € de frais de port. C'est logique. La formation. Alors, la formation, ça, c'est très important.
2016, vous devez vous payer des formations. Alors, je vous dis pas ça parce que moi, je vends des formations. Je vous dis, vous devez vous payer des formations. Partout, dans votre domaine. Pourquoi? Parce que si vous-même, vous ne montez pas en compétence, ben vous allez avoir du retard par rapport à vous-même, par rapport à vos produits, par rapport à vos concurrents et par rapport à ce qui se passe sur Internet. Vous avez vu qu'Internet, ça va très très vite. Je vous donne un exemple. Moi-même, ne croyez pas que moi, je me réveille un matin et puis tout ce que j'ai appris se met tout seul dans mon cerveau. D'accord? Moi, cette année, 2015, j'ai pris 3 formations. Formation 1, j'ai pris une formation chez The Family. The Family, qui est un accélérateur de start-up à Paris, qui a donc un centre de formation agréé, ultra performant, avec des formations sur tout ce qui est digital, réseau social, e-commerce, marketing, tout ce que vous voulez, management, technique, développement. Montant de la formation, 2400 €. Deuxième formation, toujours chez The Family, tout ce qui est transaction, vente, donc tout ce qui est transaction et vente, mais B2B. Parce que, alors je ne sais pas s'il y en a ici aujourd'hui dans la salle, mais vous avez 2 types de clientèle. Vous avez le client final, le particulier, on dit du B2C, et vous avez le client B2B. D'accord? B2B, c'est ceux qui revendent à des entreprises. Donc c'est pas le particulier leur client final, c'est les entreprises. Et ça, sur Internet, c'est très compliqué. Donc, coût d'information, je crois il y en a pour peut-être 300 €. Et ensuite, je ne sais pas si vous avez entendu parler un petit peu de tous les lancements orchestrés. Pour certains, ceux qui fouinent un peu sur Internet, Sébastien le marketeur ou Olivier le blogueur. C'est des gens qui vous vendent des formations, mais qui vous permettent à votre tour de pouvoir vendre via des vidéos, via des formations, etc. Alors, ça marche, hein, clairement ça marche. Mais c'est vrai que la méthode de la façon dont ils vendent, ça fait un peu trop charlatan, mais ça marche. De toute façon, dites-vous une chose, une personne qui existe sur Internet depuis 4-5 ans, s'il existe, c'est que ça marche, d'accord? Bon. Donc ça, la formation, c'est 2000 €. Ok. Donc coût cette année en formation, c'est à peu près 6000 €. Voyez. Bon, ben il faut le faire. Parce que si je l'aurais pas fait, j'aurais pas pu accompagner des clients à moi pour justement monter en compétence sur du gros hacking, marketing, sur de la formation vidéo, sur plein de choses. Bah donc vous, c'est pareil. Et vous avez plein de sites pour acheter des formations. Vous avez des formations à 29 €, vous avez des formations à 40 €. Mais vous devez absolument monter en compétence. Hein, vous devez arrêter de penser que je vais tout trouver gratuit sur Internet, je vais aller sur YouTube, et je vais aller sur les forums, etc. À un moment, il faut arrêter. Si vous voulez faire du business, il faut faire des choses sérieusement. Si vous voulez faire les choses sérieusement, il faut vous former avec des gens qui connaissent leur métier et il faut mettre la main à la poche. D'accord? Donc, vous devez vous former, c'est vachement important. Formez-vous sur tout ce que vous avez envie de le faire, mais faites-le. Surtout qu'aujourd'hui, plein de plateformes. Hein. Il y a tuto.com, il y a Udemy, il y a Video2Brain, il y a Classroom, il y a derrière, oui, il y a même un truc sympa, openclassroom.com, mais je le mettrai dans la fin de la conférence. Pour ceux qui sont au chômage, offre tout l'accès à leur site gratuit. Bon, ben voilà. Donc là, vous pouvez apprendre même à coder, à faire du CSS, vous pouvez faire plein de choses, mais formez-vous. Hein, il faut vous former, vous devez vous former. Voilà. Alors, on va arriver à la fin des 48, le temps passe. L'actualité e-commerce. Alors ça, c'est très important. Il faut toujours vous abonner à des sites qui parlent d'actualité e-commerce. Alors, admettons que vous avez un PrestaShop. Sur le site de PrestaShop, abonnez et vous recevez tous les 3 jours actualité et e-commerce. PrestaShop travaille pour vous donner. Par exemple, là, on est pendant les périodes de fête. Donc, ils vont vous donner plein d'astuces, hein, comment créer des codes de réduction, comment créer des promos, etc. C'est très important d'être
être tout le temps suivre le fil d'actualité e-commerce. Les statistiques analytiques, j'en ai parlé tout à l'heure, mais là, c'est autre chose. Là, c'est les statistiques de votre site. Je ne comprends pas comment ça se fait que j'ai des clients qui font des millions, des milliers d'euros de chiffre d'affaires, et quand je leur dis, est-ce que vous avez des stats sur votre site, ils me disent non. Je n'arrive pas à croire à ça. Vous devez regarder les statistiques de votre site régulièrement, le nombre de visites qu'il y a, le taux de rebond, le temps que les gens passent sur votre site. D'accord? Les meilleures pages de votre site, celles les plus vues, les moins vues. C'est vachement important de savoir ce qui se passe sur votre site. D'accord? Donc Google Analytics, c'est gratuit. Vous pouvez vous abonner, vous le savez. Donc, projet sans argent, ça revient un petit peu pour les formations. Clairement, si vous n'avez pas d'argent et que vous voulez monter un site e-commerce, alors c'est vrai que c'est facile. Il y a PrestaShop, il y a Magento, il y a WordPress, ça coûte rien, c'est gratuit. Il y a Wix, il y a plein de sites pour faire des sites e-commerce. Clairement, si vous voulez vraiment faire quelque chose de sérieux, si vous voulez gagner 300 euros par mois, ok. Mais bon, soyons sérieux. Ceux qui veulent faire du e-commerce, vous voulez quand même gagner de l'argent pour en vivre. Bon, ceux qui veulent faire ça pour à côté, ceux qui s'amusent, Sauf que bon, moi, je j'ai pas de temps à perdre avec les gens qui s'amusent. Les gens qui veulent faire des choses sérieuses, franchement, il faut avoir du budget, d'accord? Le budget, c'est minimum 500 euros par mois. Bon, après, logiquement, si vous dépensez 500 euros par mois, vous devez en gagner 2 000 à 3 000 euros. Donc, bon, c'est rentable. La solution pour ceux qui n'ont pas d'argent, compétences techniques pour monter leur site e-commerce, c'est de vous associer. Hein? Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que c'est pas parce que vous êtes super bon dans la fabrication du produit, hein, admettons que vous fabriquez des produits, vous les vendez, vous avez des super produits à des super tarifs à plein de gens. Internet, c'est pas votre métier. Vous devez vous regarder dans une glace et vous devez vous avouer que Internet, c'est pas mon métier. Alors, au lieu de vous fracasser la tête contre le clavier tous les soirs, de rester le week-end à chercher à comprendre comment ça marche et de perdre une multitude de temps parce que vous n'arrivez pas avec l'informatique, c'est pas grave, c'est pas une honte. La solution, c'est d'aller chercher quelqu'un avec qui vous associez, qui lui est très fort dans l'informatique. Voilà, vous lui dites, écoute, toi tu t'occupes de l'informatique, parce que moi j'en ai marre, et moi je m'occupe de mettre mes produits, de vendre mes produits. Moi, vous allez respirer. Alors oui, vous allez peut-être perdre un peu de bénéfices, mais au final, vous allez vous y retrouver. Donc, trouvez-vous un associé. Hein, mais arrêtez de perdre votre temps à vouloir faire un site internet et de passer des nuits, il marche pas. L'informatique, c'est un métier, d'accord? Vos produits, c'est un métier. Moi, je ne serais pas capable de faire des shampoings faits maison avec de je sais pas quoi, la aloe vera, avec le machin, avec des produits bio, machin. C'est pas mon métier, moi, je sais pas le faire. Alors bien sûr que je pourrais le faire, mais j'ai pas envie de le faire. C'est pas mon métier. Je préfère aller acheter un shampoing chez quelqu'un et puis voilà, je l'ai acheté et terminé. Je vais pas le faire. Vous comprenez? Voilà, c'est le dernier slide. Ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce qui se passe aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui veulent reprendre tout de suite ce qui se passe aux États-Unis en France. Mais c'est une erreur. Les États-Unis ont 5 années d'avance devant nous. Ça veut dire que si vous faites quelque chose aujourd'hui qui vient des États-Unis, ça va pas marcher. D'accord? Il faut attendre à peu près 5 ans. Donc, si vous avez vu quelque chose aux États-Unis qui marche, prenez l'idée, commencez à monter un blog pour en parler. Comme ça, au fur et à mesure des années, il va commencer à monter. Et quand le marché français va être mûr, donc 5 ans plus tard, pour ce produit que vous avez vu aux États-Unis ou ce service ou cette idée, vous, comme vous aurez commencé depuis 5 ans à faire des articles de blog, etc., là, quand vous allez monter le site e-commerce, boum, vous allez sortir en première page et vous allez cartonner. Voilà. Alors, j'ai terminé, donc je vais répondre aux questions. N'hésitez pas à me poser vos questions. Pour ceux qui en ont, si vous en avez pas, écoutez, c'est très bien. Ça veut dire que tout a été clair. Donc, il n'y a pas de questions, tout est clair pour tout le monde.
Ok, donc je vous mets le lien dans le chat. Vous pouvez retrouver donc bien sûr l'ensemble vidéo que je vais enregistrer en replay. Alors, Elodie pose une question. Est-ce que le blog du site e-commerce doit être sur le même CMS? Bon, je l'ai expliqué tout à l'heure. J'ai dit que les deux, ça, c'était pas problématique. Je pense que s'il y a beaucoup de contenu sur un blog, si vous êtes amené à beaucoup d'articles du blog, c'est mieux d'avoir un séparé. S'il y a vraiment beaucoup, c'est-à-dire si vous êtes une grosse PME et que vous allez faire beaucoup d'articles, c'est mieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez alléger votre hébergement, vous comprenez? Et votre base de données, etc. Donc c'est mieux de diviser la ressource quand il y a beaucoup d'éléments. Hein. Si c'est un blog qui va beaucoup de vidéos, beaucoup de photos, beaucoup d'articles, c'est mieux qu'il soit séparé. Alors, le paiement en 3 fois sans frais, c'est obligatoire à partir des montants importants. Hein, bien sûr, 50 euros. Paiement en 3 fois sans frais, 50 euros, bon, ça sert pas à grand chose. Mais si vous avez, si vos paniers en général sont de l'ordre, dépassent les 100 euros, 50 euros, franchement, ah oui, pas photo. Le 3 fois sans frais, ça déclenche une vente, ça c'est clair. Ça c'est clair. Ça déclenche une vente. Hein. Ça c'est clair, net. Le seul problème du module 3 fois sans frais, c'est que c'est un module qui coûte 150 euros qu'il faut acheter en plus, quoi. Voilà. Mais bon, franchement, vous l'amortissez au bout d'une année. Hein. Franchement, après, ça dépend. Hein. J'ai des gars, moi, qui font 30 000 euros de chiffre d'affaires par jour. Hein, donc W plus WP, Elodie. WordPress, hein, j'ai pas compris. WordPress, vous le conseillez e-commerce ou c'est mieux PrestaShop? Alors, pour moi, comme j'ai dit dans ma conférence, moi j'aime bien que chacun fasse ce qu'il sait faire. Pour moi, PrestaShop, initialement, à la base, c'est un CMS qui est fait pour faire du e-commerce. Donc, à choisir entre un site qui, à la base, n'est pas un site pour faire du e-commerce, donc là on parle de WordPress, je préfère PrestaShop. WordPress, initialement, c'est un CMS qui est fait pour faire du blog et du site. Alors, il y a maintenant des plugins WooCommerce, le plus connu, pour faire du e-commerce. Mais franchement, le problème avec WordPress, c'est que si vous faites du e-commerce avec WordPress, si vous avez plus que 100 produits, franchement, c'est chiant. Pourquoi c'est chiant? Parce que dès que vous allez vouloir rajouter un module parrainage, un module pour générer des coupons de réduction, un module pour faire du cross-selling, un module pour faire plein de choses avec WordPress, le problème c'est qu'il y a plein de modules, vous allez devoir en tester plein, il y en a qui sont payants, il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont en mise à jour. Franchement, c'est une galère. WordPress, pour faire du e-commerce, je dis oui, si vous avez 20-30 produits à vendre. Ouais, c'est simple. C'est vrai que les thèmes sont un peu plus jolis, sont un peu plus épurés, c'est plus pour les produits un peu de femmes, tout ça, machin. Mais clairement, bon, il n'y a pas photo, c'est bon, c'est PrestaShop. Alors, c'est vrai, Sylvain a raison, c'est vrai que Stripe, les gens ils connaissent pas. Donc ils se disent ah oui, mais est-ce que je vais payer avec ma carte bleue sur un site que je connais pas? Donc c'est vrai que ça risque peut-être
de freiner certaines personnes. Mais à partir du moment où vous, sur votre site, vous avez rempli vos conditions générales de vente avec un numéro de téléphone, une vraie adresse, un vrai ciré, un email, eh bien, vous avez rassuré les gens déjà. Parce que moi, je vois trop de sites e-commerce où les gens, ils veulent cacher leur siret, leur nom, leur prénom, leur numéro de téléphone. Mais c'est une grosse erreur. Moi, je vous dis, c'est une grosse erreur. Site e-commerce aujourd'hui, si j'arrive dessus, moi, et que c'est pas un grand site que je connais pas, la première chose que je fais, je regarde tout de suite les conditions générales de vente, s'il y a un numéro de téléphone, et j'appelle. S'il y a un siret, je contrôle vite fait, je regarde. Voilà. Donc, si ça c'est fait, il n'y a pas de raison que même si Stripe, les gens ne connaissent pas, ils l'utiliseront. Parce que quand ils vont aller se renseigner sur c'est quoi Stripe, là, ils vont voir que c'est une très très grosse société américaine qui d'ailleurs est propriétaire, Stripe est propriétaire d'un très très grand site, j'ai oublié le nom. Donc voilà, il faut rassurer le client, ne cachez pas toutes vos infos dans les conditions générales de vente, c'est complètement absurde, au contraire, vous allez vous faire du mal tout seul. On ne dit pas un certificat CSS, on dit un certificat SSL. Donc de toute façon, pour avoir un certificat SSL, ça n'a rien à voir, ça c'est autre chose. Certificat SSL, de toute façon, toutes les banques, PayPal, Stripe, IP, BNP, tout ça, lorsque le client clique sur acheter avec la carte bleue, il sort de votre site. Il arrive toujours sur le site de la banque. Donc le site de la banque, lui, il est sécurisé. Le paiement ne se fait pas sur votre site internet, d'accord? C'est les paiements qui se font sur le même site internet qui nécessitent un certificat SSL. De toute façon, Google a dit que c'était mieux aujourd'hui d'avoir un site en SSL. Donc, pour acheter un certificat SSL, il faut faire quoi? Il faut contacter votre hébergement. Donc, si vous êtes chez One and One, si vous êtes chez OVH, si vous êtes chez Ikula, etc., vous devez contacter votre hébergeur et vous allez demander d'acheter un certificat SSL. D'accord? C'est très important. N'achetez pas un certificat SSL tout seul et ensuite l'installer. Alors, une autre chose aussi, une erreur que font souvent les gens, c'est qu'il y a des gens qui installent PrestaShop et appuient sur le bouton pour activer le certificat SSL. Et ils me disent, ah, ça marche pas. Bah oui, c'est pas comme ça qu'on fait. D'abord, on doit acheter le certificat SSL chez notre hébergement. Et quand votre hébergeur vous a confirmé l'activation de la clé SSL sur votre hébergeur, à ce moment-là, vous pouvez l'activer sur votre CMS. Bon, Bruno, j'ai répondu tout à l'heure à cette question. J'ai dit 3. J'ai dit express, normal et relais colis. PayPal rembourse facilement les clients quand ils font une réclamation. Oui, c'est pour ça qu'il y a des gens qui veulent absolument du PayPal. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait PayPal dans les modes de paiement, avec la carte bleue, avec le chèque, avec ce que vous voulez, mais il faut du PayPal parce qu'effectivement, il y a des gens qui se sentent plus rassurés parce que en cas de litige, PayPal est là pour être le tierce de confiance et régler le litige. Donc bien souvent, il va rembourser l'acheteur si le commerçant ne prouve pas à PayPal que le colis a été envoyé, etc. Bah, les transporteurs, il faut aller sur envoi-moins-cher.com parce que suivant la région dans laquelle vous allez vous trouver, suivant le type de produit que vous livrez, parce que quand vous livrez une bouteille de parfum et une télévision, c'est clairement pas le même poids, le même transporteur. Vous avez des transporteurs qui sont spécialisés pour des petits, pour des gros, moyens colis. D'accord? Donc, vous allez sur envoi moins cher
Et envoi moins cher va vous permettre de trouver par rapport à votre typologie de produit le meilleur transporteur qu'il faudra choisir. D'accord? Alors, bon, par contre. Alors, ben voilà, je pense qu'on a fini. Moi, je voulais juste vous coller le lien, mais voilà. J'ai mon navigateur qui avait bloqué. Voilà, je vous mets le lien dans la chatroom pour accéder sur la page e-commerce où vous allez retrouver tous les sujets, les liens, les sites auxquels j'ai discuté dans ma conférence. Alors, Elodie me demande si je travaille avec moi avec les PME. Alors, je pense que la question c'est pour l'instant. Bon, sinon j'ai travaillé bien sûr pour des très grands comptes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je travaille plus pour des PME et des petites moyennes entreprises, des auto-entrepreneurs. Bon, le problème quand on est auto-entrepreneur, bah, on n'a pas beaucoup de budget, donc on essaie de tout faire par soi-même. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? La solution, c'est que j'ai enregistré des formations. Parce que au lieu de vous former moi, ce qui vous coûterait beaucoup d'argent, parce que si je vous forme moi personnellement, je viens chez vous, on fait ça par Skype, etc. J'ai enregistré des formations sur chaque sujet. J'ai fait des formations sur le référencement, j'ai enregistré des formations sur le gros, fait des formations sur PrestaShop, etc. Et ben au moins, voilà, vous les achetez, ça coûte même pas 40 euros, 47 euros. Et au moins vous vous formez et ça reste dans des petits budgets. Mais j'accompagne tout type d'entreprise. De toute façon, j'étudie toute demande et puis après je travaille si j'ai envie de travailler avec les personnes, les sociétés. Ok, dernière question et après j'y vais. Bruno, par rapport au référencement, combien de temps faut-il en moyenne? Alors, le référencement naturel, si on n'est pas dans un secteur concurrentiel, hein, comme j'expliquais tout à l'heure, si vous avez bien optimisé tout votre site, si votre site il est super propre au niveau SEO, il répond à toutes les règles, vous pouvez être sur la première page au bout de 5-6 mois. Ça, c'est vraiment si vous n'êtes pas dans un secteur ultra concurrentiel. Mais c'est vrai que c'est très long le référencement naturel, donc c'est malheureusement aujourd'hui de plus en plus compliqué. C'est très très dur, hein, il faut être. C'est pour ça hein, les marketplaces, Google AdWords, Google Shopping, n'hésitez pas, ça va vous générer des ventes tout de suite. Voilà, je vous remercie beaucoup tous de m'avoir suivi et puis je vous dis à bonne journée.